Comment bien se préparer pour décrocher son premier crédit, partie 2. Dans le premier épisode, on a parlé du plan financier. Aujourd'hui, on va parler des frais annexes. Parce que c'est vrai, parfois on va sur Immoveland, on voit un bien à 200 000 euros, on pense qu'on doit emprunter que 200 000 euros. Non, il y a des frais importants. Et justement, on va les détailler dans ce nouvel épisode du rendez-vous des proprios. Et on va retrouver encore une fois notre invité, notre banquier, Cédric Matt de chez CBC Banque. Il est banquier depuis 20 ans et c'est un plaisir encore une fois de le retrouver. Un épisode évidemment qui vous est offert par nos partenaires CBC Banque et Immoveland. Un vrai habitué de ce plateau, déjà la 3e émission. Bonjour Cédric. Bonjour Davy. Directeur de CBC avec nous sur ce plateau. Merci de nous faire cet honneur et ce plaisir d'être là. Deuxième partie de cette série, comment bien se préparer pour décrocher son premier crédit. On a fait un épisode sur le plan financier qui est toujours dispo sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler des frais annexes. C'est un vrai sujet. Souvent, on pense qu'il faut, si le bien est à 200 000 euros, il faut qu'on ait 200 000 euros. Il faut un peu plus, Cédric. Effectivement. Alors, en fonction des régions, en fonction de la typologie du bien, il y aura un certain nombre de frais qui sont des taxes, des droits d'enregistrement, etc. et qui vont aller de 6 à 15% en fonction de la typologie du bien, typologie d'achat et de la région dans laquelle tu te trouves. Alors, attends, pour que je comprenne bien, parce que c'est vrai que tu avais, dans l'épisode précédent, dit que, en gros, pour son bien d'habitation, la banque, elle prêtait 90%. Donc, si je comprends bien, je vais devoir apporter la différence donc des 10%. Oui. Donc, imaginons un bien à 100 000 euros, vous prêtez 90, j'amène 10 000 et en plus de ça, je dois payer d'autres choses. Exact. Et en pourcentage, donc combien plus ou moins ? Alors, ça dépend de la région dans laquelle tu te trouves, mais ça va être autour des 6% pour un bien d'habitation en Wallonie. Ça peut aller jusqu'à 15% si c'est pas un bien d'habitation, si c'est un bien que tu vas louer. Et en fonction des régions, à Bruxelles, tu as des abattements sur les premiers 200 000 et au-delà de ça, c'est 12,5% de taxes plus les autres frais. Alors là, c'est le moment de prendre une petite feuille et de prendre des notes. Les amis, n'oubliez pas qu'on est sur YouTube. Vous pouvez revenir en arrière, c'est magique, c'est la technologie, on adore. Puisque là, on va commencer à détailler tous ces frais annexes pour bien les comprendre. Et j'ai envie qu'on attaque finalement le frais qui est le plus impactant. Qui est le plus élevé, c'est ces fameux droits d'enregistrement. Ça a fait l'actualité récemment. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus ? Alors, les droits d'enregistrement, c'est une taxe que tu vas payer à l'État. Donc, pour devenir propriétaire, tu vas payer des droits d'enregistrement sur le bien que tu vas acheter. Ils sont différents en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. En Wallonie, si c'est ton bien d'habitation propre, tu vas habiter dans cette maison-là, tu vas payer 3% sur le montant de ton achat, la valeur de l'achat de ta maison. Si tu es à Bruxelles, tu vas payer 12,5% et les 200 premiers 1 000 euros seront exonérés. Et ce, jusqu'à 600 000 euros. C'est assez compliqué. En Flandre, ils ont été réduits à 2% de droits d'enregistrement. Donc, ça dépend vraiment d'une région à l'autre et de la typologie aussi de ce que tu vas faire du bien. Alors, j'ai envie directement de casser un peu une idée reçue. Alors, toi, tu travailles principalement en Wallonie. Exact. Et c'est vrai qu'on entend avec cette mesure qui a été prise récemment par le gouvernement de faire baisser les droits d'enregistrement à 3% en Wallonie. On dit concurrence fiscale, Bruxelles n'est plus du tout intéressant. Il y a encore cet abattement de 200 000 euros. Et c'est important de le dire parce que si on prend un bien plus ou moins de 300 000 euros, en fait, la différence, elle n'est pas si grande. Et finalement, sur 300 000 euros, tu vas te retrouver avec 9 000 euros de droits d'enregistrement en Wallonie. Et à Bruxelles, tu vas payer 12,5 sur 100 000 euros. Les 200 000 sont exonérés. Et tu vas te retrouver à 12,5. Alors, on est un peu au-dessus, mais on n'est quand même pas très, très loin. Après, la réalité, c'est que 300 000 en Wallonie, on a une très belle maison. 300 000 à Bruxelles. C'est évidemment pas le même confort. On a un côté étudiant. Non, j'abuse un peu, légèrement. Ouais. Bon, on continue sur ces droits d'enregistrement. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire ? Ah oui, ça se paye directement, ces droits d'enregistrement. Tu dois les payer chez le notaire. Au moment où tu passes ton acte, au moment où tu deviens propriétaire, tu payes les droits d'enregistrement. Ok, donc il n'y a pas un délai. Tant que j'ai pas payé ça, j'ai pas les clés. Non. Et je ne peux pas être propriétaire de mon bien. Non, le notaire ne passera pas l'acte. C'est important de noter, continuez à faire votre plan financier. Ça, c'est vraiment le montant, globalement, qui impacte vraiment ces fameux frais annexes. Oui. Tu parlais de 6% à 15% en fonction des régions. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est 6% en Wallonie, c'est les droits d'enregistrement principalement. Oui, exactement. C'est vraiment la baisse des droits d'enregistrement. Le reste, c'est assez similaire de région en région. Ça, tu vas avoir les frais du notaire qui sont barémiques, donc ça s'applique de la même manière en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Tu vas avoir des frais d'expertise parfois, certaines banques vont le demander. Voilà, ça c'est la majorité des frais annexes que tu vas retrouver. Et puis des frais de dossier quand même pour le banquier, pour la charge de travail qu'il aura. C'est vrai que les temps sont durs pour les banques, donc c'est important de mettre quelques frais, Cédric. Par rapport aux frais d'expertise,
Plein de gens nous regardent, savent pas ce que c'est. C'est quoi exactement des frais d'expertise? Alors, c'est pas... Donc, de nouveau, là, on est un peu à géométrie variable. Okay. Hein. Toutes les banques ne le demandent pas ou prévoient des cas dans lesquels ils le demandent. Une expertise, c'est quoi? C'est juste faire attester par un expert externe, qui n'est pas dépendant de la banque, que le prix que tu payes pour ton bien correspond bien à une bonne valeur de marché. Mais attends, je comprends pas trop, parce que souvent, quand on veut vendre un bien, souvent on fait, le vendeur fait aussi l'expertise pour savoir la valeur de son bien. Si une expertise a été faite par un organisme indépendant, qu'on vient à la banque, qu'on montre que l'expertise a été faite par un organisme indépendant, est-ce que vous allez encore redemander une expertise ou pas du tout? Si l'organisme qui a fait l'expertise est agréé par la banque, ça suffit. C'est bon, c'est suffisant. Bien sûr. Ok. Ces frais annexes que tu viens d'évoquer, comme tu l'as dit, ça, globalement, d'une région à l'autre, ce sont les mêmes prix. C'est globalement le même prix. En tout cas, pour les frais de notaire. Donc, le premier gros poste, c'est les droits d'enregistrement. Hein. Deuxième poste, c'est les frais de notaire. Et les frais de notaire, c'est barémique. Donc, ce sont les mêmes en Flandre et en Wallonie. Je suis obligé de te poser la question. C'est notre banquier. C'est grâce à toi qu'on peut faire cet épisode-là. Tu travailles pour CBC. Est-ce que les frais bancaires, c'est un montant élevé et est-ce qu'ils diffèrent d'une banque à l'autre? Alors, tu vas avoir effectivement des différences d'une banque à l'autre sur l'exigence d'une expertise ou pas. Okay. Certaines banques le demandent, d'autres ne le demandent pas. Nous, on le demande pour les biens de plus d'1 million d'euros. Parce que là, on commence à arriver dans un peu de subjectivité sur la valeur du bien. Et puis, les frais de dossier, honnêtement, ils sont définis par la loi. C'est le même partout. Donc, c'est pas des montants importants. On parle de quelques centaines d'euros. C'est pas ça qui va mettre en péril la faculté d'acheter ou pas. Dans un instant, les amis, on va avoir un de nos chroniqueurs qui va venir sur le plateau. C'est Eric Spitzer, CEO d'Imovlan, qui est occupé à écouter ce qu'on est occupé à se dire et qui va jouer un peu le rôle de porte-parole, finalement, de vous qui nous regardez. Et il posera les questions que moi, je n'ai pas posées, parce que parfois, je passe aussi à côté de certaines choses. Cédric, j'ai envie quand même qu'on essaie de résumer tout ce qu'on vient de dire avec un cas concret. D'accord ? Imaginons maintenant, voilà, je suis sur Imovlan, plateforme incroyable, et je trouve un bien à 200 000 euros. Alors, tu m'as dit dans le premier épisode, le premier réflexe, c'est de toquer à la porte d'une banque. Oui. Tu vas me dire quoi à ce moment-là? Alors, je te reçois fort volontiers, je t'offre un café et je te dis, Davy, la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que tu es capable de rembourser ce crédit-là? Okay. Tu trouves un bien à 200 000 euros, je vais te dire, on va te prêter 90%. Est-ce que tu as, l'apport nécessaire, donc les 10%, les 20 000 euros, plus les frais annexes, hein. Ça, on ne les compte pas, c'est aussi à toi de les apporter. Et puis, on va regarder si tu es capable de rembourser le montant de crédit qu'on va te faire, et en fonction de ça, on va dire, ok, le dossier tient la route, on te suit, ou si le dossier ne tient pas la route, on te dira, Davy, il faut peut-être revoir un peu les exigences et prendre un bien peut-être un peu plus petit. On est d'accord que vous ne financez jamais les frais annexes? Alors, quand c'est un premier bien d'habitation, jamais. Okay. Il peut y avoir des cas exceptionnels quand c'est quelqu'un qui est déjà propriétaire de plusieurs biens, qui va acheter un troisième, quatrième, cinquième bien. Et là, parfois, on peut étendre un petit peu le niveau de financement, mais c'est vraiment très, très rare. Parce qu'en s'informant un peu à gauche, à droite, on entend parfois, moi, j'ai emprunté j'ai acheté à 100%, j'ai emprunté à 100%, j'ai emprunté à 120%. Quand on entend ça, ça veut dire que là, dans un cas précis, particulier, sous certaines conditions, là, les banques ont mis l'apport propre nécessaire, normalement, les 10%, exact. Ou ont été encore plus loin, ont avancé aussi les frais annexes. Exact. Donc les banques sont contrôlées sur effectivement ce qu'on appelle la LTV, la loan to value, peu importe. Donc c'est la Banque nationale qui va dire on veut que sur votre portefeuille de crédit hypothécaire, il ne dépasse pas X% de la valeur des biens que vous avez en garantie. C'est une mesure de protection aussi pour le consommateur pour pas que les banques tremblent à un moment donné si le marché s'écrase. Alors c'est une vision portefeuille, mais au cas le cas, il peut y avoir des différences. Alors il faut creuser un petit peu. Celui qui te dit j'ai eu un crédit à 120%, il y a sans doute des raisons derrière qui expliquent qu'on a fait un crédit à ce niveau-là, quoi. Oui, et puis de nouveau, c'est une question de risque aussi, et on peut voir dans des cas comme ça que les taux sont parfois plus élevés, etc., etc. Donc vraiment, prenez tout en compte. Exact. Ne prenez pas juste une parole comme ça qui nous arrive et allez chez votre banquier, ouais, mais à gauche, on me prête 120% et toi, tu me prêtes que 90%. Non, vraiment, informez-vous et comparez des pommes avec des pommes, des poires avec des poires, comme dirait Exactement. Hélène, qui nous a aidé à préparer cette belle émission. On continue, Cédric, dans un instant, on va recevoir Eric Spitzer ici, mais il faut qu'on parle encore d'un frais annexe. T'en parles souvent, tu nous as mis en garde souvent, c'est les frais liés à la rénovation qu'on doit anticiper dès le départ. Alors effectivement, donc je vais parler pour la Wallonie, mais globalement les situations sont, tout ça est légiféré, ça dépend de région en région. En Wallonie, à partir de mémoire 1er juillet 2026, le candidat qui achète un bien a l'obligation
dans les 5 ans, de l'amener en PEB D. Ouais. Okay, on sait que le parc wallon est en moyenne en PEB F. Ça veut dire que tu es obligé d'avoir soit l'argent pour faire tes travaux, soit une capacité d'emprunt pour faire tes travaux. Et donc, c'est hyper important. Tu es obligé de le faire. Et tu l'as dit dans l'épisode précédent, c'est un élément aussi que vous regardez dès le départ. Quand le candidat vient avec le bien qu'il a trouvé, oui. Ça peut impacter à plusieurs niveaux. Alors, ça peut impacter, d'abord, le besoin de crédit éventuel. Hein, donc, est-ce qu'il y a des rénovations à prévoir ou pas? Et puis, ça impacte le taux aussi. Hein, comme on veut soutenir cet élan de durabilité en Wallonie, on va donner des taux, des réductions un peu plus importantes pour les biens en PEB A et en PEB B. Ok, parfait. On étend même jusqu'à C et D, mais là, les réductions sont un peu moindres, mais on veut soutenir cet élan de durabilité. Parfait. Avec parfois aussi des prêts aussi particuliers liés à tout ça. Bien sûr. Bon, le temps avance vite. Je pense que sur les frais annexes, on a déjà été assez concret. Les amis, vraiment, le message qu'on voulait vous faire passer ici, Cédric, c'est vraiment celui-là. C'est de se dire qu'on voyait un bien à 200 000 €, peut-être le bien de vos rêves. Vraiment, ne négligez pas le fait qu'il va falloir amener de l'argent dès le départ. En plus, c'est des taxes. On n'aime pas les taxes, mais à un moment donné, c'est les règles du jeu. Okay. Il y a une chose dont on n'a pas parlé avant de recevoir Eric, c'est aussi les assurances. On sait aussi que c'est un levier parfois qu'on peut utiliser, et il y a une assurance aujourd'hui qui est même quasi obligatoire, c'est l'assurance solde restendu. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Donc effectivement, au moment où tu conclus un crédit hypothécaire, on va t'imposer un certain nombre d'assurances. Alors imposer, c'est pas imposé par la loi, mais à un moment donné, il faut protéger aussi le consommateur. L'assurance incendie, c'est quand même nécessaire. S'il arrive une catastrophe dans ta maison, il faut qu'on puisse la reconstruire. Tu n'as peut-être pas nécessairement les moyens de faire les travaux, et donc il faut prévoir l'assurance incendie. L'assurance solde restendu, c'est protéger sa famille. Il m'arrive par malheur un accident, je viens décéder, ok, la quote-part que j'aurais décidé de couvrir de mon crédit sera remboursée. La banque annule le crédit à ce moment-là, et ton conjoint ou ton épouse va garder un crédit moindre, voire peut-être plus de crédit si tu as décidé de couvrir 100% de ton crédit. J'ai envie de te challenger un peu. Les banques, on ne va pas se le cacher, il ne faut pas être gêné de le dire, ce sont des entreprises commerciales. Oui. Souvent, lors de la négociation notamment du taux, parfois les banques ont une marge de négociation à condition que vous preniez les assurances chez nous. Prenons le cas de l'assurance solde restendu, qui est une assurance qui est obligatoire. Est-ce qu'on est obligé de la prendre dans la banque qui nous fait le prêt? Non, pas obligatoire. Mais effectivement, comme tu le dis, et c'est valable dans, je crois, toutes les banques, si tu fais l'assurance solde restendu et l'assurance habitation, tu vas avoir un taux inférieur. Ouais. Maintenant, si tu dis non, moi j'ai un ami courtier, on a des clients qui ont des amis, un membre de la famille qui courtient en assurance et qui nous disent non, désolé, les assurances, je ne veux pas les faire chez vous, alors on aura un taux qui sera un petit peu supérieur. Merci Cédric pour ces 10 minutes qu'on vient de passer avec pas mal d'infos très concrètes, les amis. J'espère que vous comprenez de mieux en mieux et que vous vous préparez au mieux, grâce à nous aussi, à votre premier rendez-vous avec votre banquier. Est-ce que ce ne serait pas le moment de recevoir Eric Spitzer, CEO d'Imovlant? Volontiers. Il se prépare, il arrive juste après ça, les amis. On sait que vous adorez son franc-parler. A-t-il sorti ses gants de boxe ou ses gants de velours? On va le découvrir dans un instant. Eric Spitzer est avec nous. Bonjour Eric. Salut Davy. Merci d'être là et de poser les questions que je n'ai pas posées ou mettre les réflexions que je n'ai pas eues sur la table. Dès que tu amènes un banquier sur le plateau, évidemment, moi je suis chaud boulette. Non, t'as directement coché dans l'agenda. Je viens. En rouge. Alors, fais honneur à ta présence, Eric. Alors, plusieurs petites choses. D'abord, concernant l'effort propre, c'est important. Bien sûr, il y a un effort propre à faire et à prévoir, mais les banquiers, en tout cas certains, mais je voudrais savoir si c'est le cas avec CBC, demandent aussi de démontrer qu'on a l'effort propre. C'est pas juste de dire je rappliquerai dans 4 mois à l'acte, t'inquiète, j'aurai l'effort propre. Non, bien sûr, il faut la preuve de l'effort propre, évidemment. Donc ça, c'est important pour ceux qui nous écoutent, d'avoir l'effort propre, mais de démontrer qu'on l'a. C'est pas je me débrouillerai bien, j'irai faire 2 prêts personnels, j'irai taper chez Tata Simone 10 000 balles. Non, il faut démontrer au banquier avant de faire l'opération, qu'on a l'effort propre. Eric, je rebondis là-dessus parce que on sait qu'aujourd'hui les banques font hyper attention maintenant à la provenance des fonds, etc. Même quand on crée une entreprise, simplement le capital de départ, on va vérifier d'où il vient. Oui. J'arrive et je te dis Cédric, j'ai 200 000 € cash pour acheter mon premier bien. Est-ce qu'on doit aussi, même 100 000 €, même 50 000 €, est-ce qu'on doit dire d'où ça vient? Là, il va commencer à transpirer le banquier. Oui, j'ai 200 000 € en cash. Justement, j'ai la valise. Non, ce qu'on va te demander, c'est un extrait de compte. Ok, mais on ne doit pas justifier la provenance, dire c'est un héritage, dire j'ai fait quelques brocantes dans ma vie. Si c'est un extrait de compte dans une banque belge, on va pas te demander on va pas te poser énormément de questions. Si c'est du cash, alors on va commencer. Oui, on évite avec la valise, de venir avec la valise.
Oui, c'est tout ça va à être fait plus compliqué. Les banques sont dans l'obligation, petite parenthèse, mais c'est important, c'est pas qu'elles le font de gaieté de cœur, elles sont dans l'obligation légale de dénoncer les opérations suspectes à la CETIF, la commission qui surveille les opérations financières douteuses pour éviter le blanchiment. Et on n'est pas les seuls, hein. Les notaires sont évidemment tout à fait. aussi... Est-ce que je dois dénoncer les chroniqueurs suspects Là, tu aurais plus grand monde sur le plateau. Ouais, question suivante, Eric. Oui, juste petite remarque effectivement concernant les frais annexes. Et c'est marrant, on avait fait une émission sur les taux avec le rendez-vous. En fait, je conseille aux gens de faire très attention sur les assurances parce qu'on peut souvent gagner un peu d'argent, beaucoup plus que sur un point de pourcent de taux, passer de 3,80 ou de 3,15 à 3,12 sur un crédit de 250 000 euros, ça va pas être significatif, mais sur l'assurance, que ce soit incendie ou solde restendu, il y a sans doute moyen de faire des belles économies. Il faut comparer. C'est pour ça que je disais à Davy, on n'est pas obligé de le faire. Simplement, on a un cadre dans lequel, si tu prends les assurances, alors on diminue le taux, mais il faut évidemment toujours discuter, ça, il n'y a pas de problème. Oui, d'ailleurs, il y avait une époque où c'était quasiment automatique que les assurances et le crédit étaient faits par la même institution. Et puis, il y a eu une loi, on a interdit ce qu'on appelle la vente couplée, on ne pouvait plus faire ça. Et donc maintenant, et c'est bien logique, la banque cherche quelque part une relation globale, donc faire des meilleures conditions sur le taux si on prend d'autres produits, donc les assurances, un compte pour les enfants, que sais-je, avec ça, c'est évidemment toujours un signe positif pour le banquier. C'est accepté au niveau des assurances, pas le reste, parce qu'il y a un lien de causalité très fort entre l'assurance habitation, la solde restendue et le crédit, et donc là, on n'est pas dans de la vente couplée. Par contre, le compte des enfants, ça, c'est pas possible. Je vois. Eric, juste une précision par rapport, c'est moi qui te pose une question à toi, ici on change un peu le concept de fin d'émission, par rapport au droit d'enregistrement. C'est vrai qu'on a évoqué avec Cédric pour Bruxelles, toi tu es un peu plus pour Bruxelles, on a parlé de cet abattement. L'abattement de 200 000 euros, il n'est que pour les biens d'habitation, pas pour les biens d'investissement. Tout à fait. Donc c'est des conditions très similaires aux 3%, au droit d'enregistrement qui deviennent 3% en Wallonie, à savoir qu'on ne peut pas être propriétaire, on doit s'engager à habiter dedans, c'est un bien d'habitation en pleine propriété, donc voilà, c'est des conditions similaires. C'est clairement pour les primo-acquérants qui souhaitent effectivement, à qui on souhaite faciliter l'accès à la propriété. Cette prestation incroyable d'Eric Spitzer se termine déjà tout doucement, Eric, puisque je vois le temps et on s'est dit qu'aujourd'hui on allait vraiment respecter les 20 minutes. Une dernière intervention pour toi, Eric. Non, simplement, comme frais cachés, effectivement, enfin j'aime pas ce terme de frais cachés comme frais annexes, on a fait le tour et je pense que sur le site notaire.be, on peut vraiment simuler de manière assez précise la ventilation des différents frais. Il y a éventuellement, on n'en a pas parlé, mais c'est évident, une rénovation énergétique ou autre. S'il faut prévoir des travaux lourds, il faut l'inclure dans l'opération. Mais pour le reste, oui, bien faire son plan financier, être transparent avec son banquier. Merci de partager cet outil. Et Cédric, ça va faire un peu commercial les amis, mais quand c'est bien, il faut le dire. On le rappelle aussi, il y a une application que CBC a développée avec pas mal de fonctionnalités, dont une qui est hyper intéressante pour pouvoir aussi estimer parfois le coût d'une rénovation potentielle. Exact. On a un partenariat avec une société qui s'appelle Settle et qui va estimer le coût des travaux, qui va te mettre en contact avec des entrepreneurs. C'est vraiment juste un partenariat. Nous, c'est eux qui gèrent en direct le contact avec les entrepreneurs, mais c'est effectivement dans l'app, c'est hyper facile à utiliser. Et il ne faut pas être client de CBC. Donc par exemple, vous allez sur Imovlan, vous voyez un bien, vous dites il est sympa, mais je dois rénover, combien ça va me coûter? Vous pouvez avec les informations décrites sur Imovlan, après aller sur cette application, encoder et voir tiens combien potentiellement ça peut vous coûter et voir si cette maison peut potentiellement être la vôtre. Exact. Cédric, c'est ton épisode. Est-ce qu'on a tout dit sur les frais annexes? Un dernier point peut-être par rapport à l'assurance. Oui. Donc c'est contractuel. Tu as des réductions sur ton taux avec l'assurance incendie, l'assurance solde restendue. Ça a été légiféré il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus d'1 an. Cette obligation d'assurance, elle n'est valable que pour un tiers du crédit. Ok. Au-delà de ça, ta réduction, elle est garantie, tu la gardes, mais tu peux éventuellement renégocier tes assurances à ce moment-là. Les amis, premier épisode, on a parlé du plan financier. Le deuxième aussi, finalement, on l'a complété aujourd'hui. Vous pouvez maintenant aller retoquer à la porte de votre banque, mais il ne faut pas venir les mains vides, il faut venir avec des documents et ce sera le sujet du 3e épisode de ce mini-talk. Cédric, on te retrouvera pour ce 3e épisode, Eric aussi. Le premier est toujours disponible sur notre chaîne YouTube. Tous les autres épisodes du Grand Talk aussi, on est en podcast, aussi en audio, dans votre voiture, le matin pour aller au boulot, vous nous écoutez, le RDV
des proprios. On rappelle aussi qu'il y a pas mal de chouettes infos sur le site de CBC. On mettra le lien en descriptif de cette vidéo. Et on remercie nos partenaires, sans qui on n'aurait pas pu faire cet épisode. CBC Banque, évidemment, et Immoveland. À très vite les amis. Ciao, ciao.